Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Bon, aujourd'hui je ne suis pas bourré, mais je reçois deux entrepreneuses qui vont soulager la gueule de bois de beaucoup de personnes et pas que. Comment ça va les filles? Au top. Belle intro ou pas? Belle intro. J'y pensais ce matin. Ça me rassure que tu sois pas bourré à 9h30 du matin. Mais je vous ai dit par message l'autre fois, je vous ai dit je vais me mettre une grosse mine la veille, comme ça on va voir si ça marche. D'ailleurs ça fait effet en combien de temps, Dijo? Alors, c'est plutôt des cures. On est d'accord, je vais Ouais, pas arriver à complètement. prendre ça et être pompé up. Après, on a un produit one shot qui fait pour soulager justement les lourdeurs digestives qu'on peut avoir en lendemain de soirée. Bon, on va en parler et corrigez-moi si je me trompe, mais vos utilisateurs ne se mettent pas que des mines et ne prennent pas ça pour contrer la gueule de bois, on est d'accord? On est d'accord. On dit que le ventre est aussi le deuxième cerveau, on est d'accord? On est d'accord. Oh là là, trop d'accord. Faut aller Bon, plus loin, c'est le pilier de la santé. Ça, c'est carrément? pas que le deuxième cerveau. Ok, donc tu dis, on peut définir la santé d'un individu vraiment basé sur son ventre, tu dis. Mhm. Bah, c'est le cœur du réacteur, c'est là où tu absorbes les vitamines, les nutriments, c'est là où tu as beaucoup de neurones, c'est pour ça qu'on dit deuxième cerveau. C'est là où tu as tout ton système immunitaire, parce que si ton ventre il est bien en bonne santé, il empêche les bactéries, les virus de rentrer. Mhm. Donc tu vois, ça joue à pas mal de niveaux quand même. Mais on a dit tout à l'heure, en plus, c'est une boîte noire aussi. C'est-à-dire qu'elle est assez méconnue. Bon, c'est bien que vous n'avez pas la même voix. Donc là, c'est Anouk qui vient de parler. Et Lisa, du coup, qui parlera très rapidement. Je vais rajouter une petite anecdote quand même par rapport à Allez, ce que dit vas-y. Anouk. Mais avant, à l'époque, on disait comment allez-vous à la selle. Ok. Et en fait, c'est ce qui déterminait justement comment va votre santé. C'est vraiment Donc, quel est la l'état de selle, votre merde? Ouais, Oui. l'état de votre transit, voilà. Mais Il n'y a pas de... d'ailleurs, les jeunes parents, ils se rappellent de ça parce que quand t'es jeune parent, tu fais super gaffe aux selles de ton enfant. T'es toujours en train de te dire. Mais c'est vrai. T'as souvent assisté à des dîners de darons où tout le monde se dit et toi, du coup, il est pas un peu constipé en ce moment nan, nan. C'est trop un truc de. En fait, tu te rends compte, genre, l'état de santé, c'est quand même reflété dans la couche de ton enfant. Et après, quand tu deviens adulte, t'oublies un peu parce que Non, t'as mais plus envie d'en parler. C'est vrai de ouf. Je sais plus, j'ai un film où dedans il dit ça et il lui dit... Putain, c'est quoi comme film? Bon, bref, je sais pas, mais il a une merde, c'est de couleur verte, c'est dans Weeds. Bref, grande référence, très grande série. Attendez, on va remettre le contexte. Donc, on parle de Dijo, De caca. de caca, de santé physique et mentale. On va parler de tout ça. J'aimerais juste pour bien, comment dire, allécher nos auditeurs. Vous avez créé quand Dijo? Vous faites combien de CA? Et vous êtes combien? Boum. Je vous laisse voir qui veut répondre, les filles. Alors, on a créé Dijo il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est 7. Et cette année, on va faire 5 millions de chiffres d'affaires. Bah voilà, c'est fini le petit. Allez, salut. Bon, non, justement, on va essayer de comprendre tout ça. Bon, j'en ai un peu parlé, représentez-moi quand même Dijo avec des meilleurs termes que j'ai utilisés. Slash caca, slash gueule de bois. Dijo, c'est la première solution pour prendre soin de son ventre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution experte vraiment et dédiée au ventre. Il y a des marques de compléments alimentaires très généralistes. Mais donc chez Dijo, on s'intéresse vraiment au ventre. On a une gamme de 13 compléments alimentaires et notamment de probiotiques pour en prendre soin, mais de manière très ciblée. On va rentrer dans le détail de l'équilibre de ton microbiote, l'état de ta paroi intestinale, l'état de ton foie, s'il est un peu saturé de toxines à cause de toutes les caisses que tu te mets quand tu bois trop d'alcool. Très Ça raisonnable. te parle là. C'est pour ça qu'on dit souvent c'est une boîte noire le ventre, parce que les gens ils arrivent chez nous en disant j'ai mal au ventre, et nous on leur explique bah ça veut tout et rien dire, faut comprendre d'où ça vient, de quel organe dans le ventre, pour vraiment régler l'origine du problème et aller mieux sur le long terme. Tu peux avoir des maux de ventre qui sont juste liés à ton cerveau, en fait, c'est que Bien mental. sûr. Et Et ça se d'ailleurs, traduit par ça. Ouais. et on le voit en fait, il y a vraiment des études par exemple qui ont montré le lien entre des personnes dépressives et l'état de leur microbiote pour Et chimou. Pardon. alors, aussi c'est un autre On va sujet, arrêter. mais par rapport, tu vois, t'as vraiment un axe intestin-cerveau Ouais. lié au fait qu'on a des neurones au niveau de l'intestin qui sont logés dans l'intestin. On a plus de 200 millions, donc c'est la taille du cerveau d'un chien. Et en permanence, tu as des messages qui vont dans les deux sens. Et d'ailleurs, on a des expressions j'ai la boule au ventre, etc. Ça vient de là. Et on a pu analyser le microbiote, par exemple, de personnes dépressives. Et on voit qu'il y a certaines bactéries qui sont surreprésentées et à contrario, certaines bonnes bactéries qui sont sous-représentées. Chaque personne a un ventre qui est unique. En revanche, au niveau du microbiote et des bactéries, on a quand même un socle commun de bonnes bactéries qui va déterminer si une personne est en bonne santé.
J'allais dire, c'est quoi? Non, mais hyper intéressant, mais il y a des milliers de bactéries, genre ça sert à quelque chose de mettre des noms dessus ou pas là? Ouais, des milliards. Des milliards? Ouais, donc on va pas les faire. Non, mais en revanche, ce qui est important de comprendre, c'est que l'équilibre du microbiote, c'est vraiment, faut le voir comme voilà, l'équilibre dans une forêt tropicale. On a plus de 200 000 espèces au niveau du microbiote. Chaque espèce a un rôle qui est unique. Et par contre, toutes les bactéries fonctionnent en interdépendance et en interaction les unes avec les autres. Et donc, dès qu'on a un déséquilibre du microbiote, c'est-à-dire une espèce de bactérie qui est sous-représentée ou surreprésentée, ça va déséquilibrer l'ensemble du microbiote. Donc c'est une chaîne et dès qu'il y a un maillon qui débloque... C'est un écosystème. Ouais, c'est ça en fait. Exactement. La jungle que tu disais. Voilà. Spoiler, vous ne venez pas du corps médical ou de la santé. Ouais, et même on va romancer ça, ou comment dire, c'est quoi le storytelling, comment vous êtes rencontrés. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la création de Dijo. Ouais, comment vous êtes rencontrés autour du caca? Alors, on s'est rencontrés bien avant, autour du crottin de cheval. J'ai juste une parenthèse. J'ai un souvenir là comme ça d'une start-up. Je sais pas si c'est exactement ça, où tu pouvais lui envoyer une partie de tes excréments et il t'analyse les microbiotes dedans. On est d'accord? Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Il y a des startups qui font ça. Okay. Ouais. Alors après, c'est plutôt pour une sphère très pathologique. Ouais. Après, le problème, comme le disait Lisa, chacun a un microbiote qui est unique. Donc, tu as ton propre écosystème, mais du coup, il n'y a pas de niveau de référence. Je peux pas te dire, Yacine, il faut que tu aies 3 milliards de bifidobactéries et 4 milliards de lactylobacilles. En gros, cet écosystème, il fonctionne si les bactéries, elles fonctionnent bien en interdépendance. Okay. Mais quand je fais l'analyse de tes selles, je peux pas te dire... alors, je peux identifier des bactéries pathogènes. Et comme disait Lisa, par exemple, pour les gens dépressifs, pour l'Alzheimer, pour l'autisme, on commence à identifier certaines familles de bactéries qui sont propres à certaines pathologies. Mais quand tu es dans une démarche seulement de bien-être, c'est pas parce que je vais réintégrer telle souche de bactéries que forcément ta forêt tropicale, elle va se remettre à pousser. Tu vois, si je plante une fleur au milieu de tout... Ok, ouais, tu peux pas anticiper l'impact forcément. Ouais, et c'est pour ça que nous, on a complètement changé l'approche des cures de probiotiques quand on s'est lancé. Comme tu dis, on vient pas du corps médical, mais on vient du côté patient, du côté... C'est une solution pour vous à la base que vous avez développée? Ouais. Racontez-moi vous connaissez avant d'avoir monté Dijo? Ouais, exactement. On est amis d'enfance, on se connaît depuis bien longtemps. Mais vous avez 3 ans d'écart, c'est ça? Ouais, mais c'est pour ça en fait. Comment ça se fait, ouais? On faisait de l'équitation ensemble. D'où voilà, le petit côté, on s'est rencontrés autour du crottin de cheval. Ah oui, c'est vraiment... C'est vraiment ça, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et on faisait, quand tu fais du poney, que t'es passionné, tu montes à cheval, tu fais les écuries, tu passes ta vie dans le fumier concrètement. Et, ça vous fait pas peur, le caca? Non. Et non, mais du coup, on vient toutes les deux de Chinon, en Indre-et-Loire. Et on s'est rencontrés dans ce centre équestre. On passait nos week-ends, nos vacances, etc. Et donc est née notre amitié qui ensuite s'est prolongée bien au-delà de l'équitation. Mais du coup, on se connaît depuis qu'on a, je sais pas, 8-10 ans, quoi. Et vous avez donc monté ça il y a 4 ans. Vous sortiez d'études, non? Vous aviez bossé un petit peu avant? Lisa avait travaillé. Enfin, vas-y, je te laisse. Du coup, moi, j'avais travaillé effectivement déjà 3 ou 4 ans en entreprise. Je travaillais dans le domaine du sport parce que c'est ma grande passion, le sport. Et à ce moment-là, ma boîte avait été rachetée. On était dans un groupe, la défense, ça me correspondait plus du tout. J'ai décidé de partir et j'étais sur des missions de freelance avant de partir en Australie. C'était le projet. Okay. Jamais abouti. T'es jamais allé en Australie, du coup? Non, du coup... Pourquoi Covid ou boîte? Non, c'était encore avant le Covid, ça. C'était avant le Covid, bien avant, ouais. C'est quoi? C'est l'idée de la boîte qui t'a contraint de pas aller en Australie? Ouais, exactement. Donc on s'était dit, si ça marche pas, on partira en Australie, puis comme ça a marché, on est jamais parti. C'est ça. Et en fait, donc le moment où moi j'avais du temps, et parce que j'étais en freelance, etc., Anouk, elle traversait une période hyper difficile liée à ses problèmes de thyroïde, et je vais te laisser l'expliquer. T'étais en études, toi, à ce moment-là encore? Ouais. T'as fait quoi comme études? J'ai fait une école de commerce, je fais le SCP à Paris. Ok, et toi aussi, t'avais fait une école de commerce? Exactement, à Lille, ouais. Ok. Et moi, dernière année d'études, alors peut-être que c'est le stress de l'orientation qui m'a déclenché. J'ai une maladie auto-immune, donc comme le diabète de type 1, la thyroïdite d'Hashimoto, ça va se déclencher à un moment dans ta vie où souvent ça peut être un facteur extérieur, je sais pas, un choc émotionnel, un moment de stress intense.
J'imagine que l'orientation, ça a été mon cas. Passer tous les entretiens là, pour les cabinets de conseil, finance, ça m'a un peu oppressé. Ok, j'étais pas sûr de comprendre. Orientation pro, quoi. Tu savais pas ce que t'allais faire. Ok, putain, c'est dingue. C'est pas que je savais pas, c'est que j'étais dans un tunnel où, comme j'ai toujours été la bonne élève, bac S, prépa, finance, je me suis jamais trop posé la question, quoi, de ce que j'ai envie de faire. Et quand j'ai eu ces problèmes de santé, ça a un peu tout remis en question parce que j'étais très fatiguée. J'ai dû prendre des mois de convalescence. Et donc, c'est là où on a commencé à passer nos journées ensemble avec Lisa. Et en plus, donc Lisa, qui est la grande sportive de la team, me dit essaye les probiotiques. Je commence à changer mon alimentation parce que j'avais des traitements hormonaux assez lourds qui étaient aussi durs à vivre en plus de ma pathologie. Ta pathologie, juste, elle se traduisait. Le symptôme, c'est quoi? C'était de la fatigue en fait, il y a de plein de choses après. La thyroïdite d'Hashimoto, c'est comme si tu fais une allergie à ta propre thyroïde. Donc, en fait, tu as une réaction inflammatoire parce que tu produis plein d'anticorps qui vont détruire ta thyroïde. Pardon le micro. Je fais que de le bouger. Et du coup, bougez-le un peu, s'il est trop proche. Tu détruis ta thyroïde, donc tu as tout ce qui va phénomène inflammatoire. Donc, tu es très fatigué, ça peut aller plus loin, tu peux perdre du poids, éventuellement prendre du poids, ça dépend. La thyroïde, c'est la glande qui régule toute la production hormonale de ton corps. Donc, ça régule ton humeur, ton poids, pas mal de choses. Okay. Donc, à ce moment-là, je suis vraiment sur les rotules, complètement KO. Et je cherche des alternatives naturelles pour aller mieux, en plus de mon traitement médical, pour surmonter ça, parce que cette maladie, je l'aurai toute ma vie. Et à 25 ans, tu te dis un peu, j'ai pas trop envie que tout soit fini. Le corps médical te dit rien? Enfin, il n'y a pas de solution, donc c'est auto-immune, c'est quoi? C'est juste tu souffres, quoi. Tu prends un traitement hormonal pour ta thyroïde, mais il n'y a rien pour solutionner la fatigue. Tu vois, je perdais beaucoup mes cheveux, j'avais la peau super sèche, j'étais super fatiguée et je me levais tous les matins en pleurant, tu vois. Oui, mais je pense, dis-moi si je me trompe, est-ce que c'est pas au bout d'un moment psycho, c'est-à-dire que hormis la maladie, ça t'atteint au cerveau et donc du coup... les deux sont liés. Ouais, tu l'accueilles. Ton corps, en fait, tu vois, t'as tout qui va mal, t'es fatigué, t'es déprimé. Et donc ça accentue le reste. Ouais, et au-delà de ce que tu dis, c'est que t'avais à l'époque 25 ans, 26 ans, et on te dit tu vas prendre un traitement hormonal à vie. Enfin, il y a un truc qui, alors que t'avais jamais été malade, t'as toujours été en pleine forme, il y a un truc où tu dis, mais attends, j'ai pas envie de prendre des médicaments toute ma vie, en fait. J'ai pas envie que ma vie soit régulée par ça. T'étais, toi, la bonne élève, justement, comme Anouk ou pas? À l'école? Ouais, mais même d'un point de vue général, si je pose la question, je vais la pousser un tout petit peu, c'est... moi aussi, j'ai eu ça pendant des années. Je suis quelqu'un de très stressé, j'avais l'impression que donc mon stress était lié à ma carrière. Qu'est-ce que je vais faire de mes 10 doigts? En plus, je veux faire de l'oseille, donc comment je vais faire tout cette oseille? Qu'est-ce que je vais faire tout cette oseille? Bon, pas encore. Mais non, mais surtout faire un truc qui me plaît. J'ai vu un petit peu par les stages et tout, les étapes, et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, en fait, le CDI, de base, c'est pas fait pour moi, je pense. Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est ça qui s'est passé pour toi, de te dire, je stresse depuis des années parce que j'ai fait prépa ESCP, maintenant je veux accéder à un bon job? Et en gros, ça a un peu remis en question, remis un curseur de stress sur d'autres choses ou d'importance? Ouais, d'importance. En fait, déjà, je faisais des stages en finance où je finissais à 3h du matin. Donc, mon médecin, il m'a dit, faites autre chose. Et surtout, à ce moment-là, je compte mon énergie. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, je suis déjà fatiguée. Donc, je me dis, je vais pas commencer à vendre mon temps à quelqu'un d'autre, en fait. J'ai envie de faire un truc pour moi. Et à ce moment-là, je pense que cette maladie, ça me pousse à oser me dire, vas-y, je vais me donner 1 an pour faire un truc qui me fait kiffer pour la première fois de ma vie et pas me dire, je vais le faire parce qu'il faut le faire. Tu te le dis ou c'est avec Lisa? On est ensemble et je pense que, tu veux, on passe nos journées ensemble. Lisa, elle est aussi il y a un super concours de circonstances où Lisa, elle se dit, elle a eu sa rupture co. La vie s'offre à nous pour une fois, on n'a pas de contraintes à l'horizon. Et on se dit, vas-y, go, on va faire un truc qui nous fait kiffer. Et surtout, on venait d'expérimenter ce pain très fort du manque d'accompagnement médical. C'est-à-dire que tu sors de chez le médecin et ils disent, bon, vous aurez ce traitement à vie, good luck. Alors que moi, dès que je prenais ma gélule de lévothyrox, je tombais dans les pommes tous les matins, l'enfer, tu vois. Okay. Et en fait, surtout, tu te rends compte qu'il y a une approche préventive de la santé qui est assez déterminante pour bien vivre au quotidien. Donc, notamment prendre des probiotiques, bien manger, qui peut être vraiment game changer. Et moi, je le vois. En fait, de changer mon hygiène de vie, ça va vraiment m'aider à mieux vivre avec ma pathologie. Tu le vois comment, ça? C'était recherche sur Internet. À quel moment tu te dis, le docteur m'a dit quelque chose, mais je suis convaincu qu'il y a d'autres solutions? Je l'expérimente. Déjà, il y a Lisa qui me donne pas mal de conseils parce que dans sa pratique sportive assez intensive, elle est vraiment très éduquée à ça. Je vois des naturopathes. C'est un mode de vie à fond. Donc toi aussi, t'en prenais pour toi-même? Ouais, mais pour vraiment dans le cadre de mes prépas de course à pied, marathon. Et en fait, tu vois, tu posais la question de l'orientation. Moi, j'ai eu cette passion du sport qui est née très vite, très tôt dans ma vie. Et ça a guidé tous mes choix professionnels.
C'est-à-dire que j'ai toujours voulu travailler dans le sport, je voulais organiser les Jeux Olympiques, j'ai fait de l'événementiel et du coup j'étais déjà dans un métier passion parce que j'adorais ce que je faisais au quotidien et j'étais déjà dans cet environnement, voilà, sport, bien-être, alimentation, compléments alimentaires. Donc j'étais très là-dedans. Et Anouk, de par sa démarche, elle a aussi vu une naturopathe qui l'a amenée justement à... Une naturopathe ? Exactement. C'est quoi ? Naturopathe, c'est quelqu'un qui va... en prévention, améliorer sa santé par des leviers naturels. Donc des compléments alimentaires, l'alimentation, les plantes, etc. Et à ce moment-là, nos deux approches se rencontrent, c'est-à-dire que Anouk, elle, effectivement, elle veut tester ce levier pour aller mieux parce que les médicaments, voilà, ça lui convient pas et qu'elle veut en fait, juste se sentir mieux et trouver des propres moyens pour se réattribuer son corps et puis retrouver même sa joie de vivre, quoi. Et du coup, moi, de par mon approche, c'est quelque chose auquel je suis sensibilisée. Et comme c'est à un moment, on se retrouve vraiment dans ce projet, on se dit, mais en fait, c'est fou. Les gens ne sont pas du tout conscients de l'importance du ventre dans la santé. Parce qu'en parallèle, Anouk commence à aller mieux, en fait. En arrêtant le traitement hormonal. Donc il y a des retombées positives. Et du coup, là, on se dit, mais c'est complètement fou. Les gens tu l'as arrêté le traitement ? J'ai pas arrêté le traitement. Ok, mais tu l'as complété avec d'autres choses. Dis pas des bêtises. C'est n'importe quoi. Ça remplace pas du tout, ça remplace pas du tout une approche médicale, effectivement, mais ça permet d'atténuer les symptômes de la pathologie et aussi les symptômes du traitement, parce que quand t'as un traitement hormonal assez important... tu le prends tout... Enfin, je veux dire, tu peux pas l'enlever, c'est ça qui fait le truc à vie ? Alors, ce traitement. C'est ce qu'il m'avait dit à ce moment-là. Putain, et même ça, il s'est trompé. Et aujourd'hui, je suis pas sous traitement. Et j'arrive à avoir une thyroïde équilibrée. Putain, c'est dingue. C'est dingue, en fait, que tu puisses sur ta santé aller mieux, mais que ce soit pas des professionnels de la santé qui te le disent. Enfin, je trouve ça c'est des professionnels, mais plus dans une démarche naturelle. Et c'est vrai que l'opposition entre une démarche curative où tu as un problème, un médicament, ça va vite. Alors qu'une approche plus préventive, c'est des efforts de long terme. C'est manger équilibré, bien dormir, faire une activité sportive régulière. Franchement, quand j'avais 25 ans, ça me paraissait tellement chiant. Mais c'est pas dur de te dire, et est-ce que c'est pas aussi ce que tu t'es dit quand tu as découvert que tu allais avoir cette maladie à vie, que tu vas devoir, que toute ta vie va être une contrainte, en fait, que va y avoir une contrainte, que tu dois avoir une certaine hygiène de vie. J'en parlais avec des gens, tu sais, c'est ce qui se passe aussi en janvier quand tout le monde va s'inscrire à la salle de sport. Les bonnes résolutions. Ouais, mais ils se disent, je vais y aller tous les jours. Et en fait, tu te mets tellement un objectif trop haut que ça te décourage et du coup, tu fais rien. Ou comme les gens qui veulent faire tellement de choses qui font rien. Comment tu l'abordes, ça ? Et désolé, on passe du coq à l'âne depuis tout à l'heure, ça s'interrompt, mais gardez vos idées, recalez-les. Bon, c'est le bordel, mais ça fait plaisir. Moi, je l'ai vécu comme une contrainte, forcément. Après, quand cette pathologie, elle prenait tellement de place dans ma vie que j'avais pas le choix de prendre ce chemin-là. C'était une contrainte obligatoire parce que je voulais quand même retrouver de l'énergie, reprendre une vie normale. J'avais vraiment l'impression, à un moment, je me suis demandé si j'étais pas dépressive, tellement j'étais tout le temps fatiguée, j'avais jamais le moral, donc j'avais quand même vraiment envie d'aller mieux. Et donc là, j'étais poussée dans cette voie. Et c'est là où on a fait le constat que la qualité des cures de probiotiques sur le marché français, c'était pas génial. Donc moi, à l'époque, la naturopathe qui m'accompagne, elle me donne des conseils, des critères de qualité pour trouver la bonne cure de probiotiques. Et le constat, c'est qu'il faut pas la commander en France pour avoir la meilleure. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux de fraîcheur, de concentration et d'assemblage de souches. Comme on te disait, c'est un écosystème, c'est une forêt tropicale. Si tu plantes qu'une seule fleur au milieu, il y a très peu de chances que ça rééquilibre ton microbiote. Et donc nous, on a fait un assemblage de plusieurs souches, les souches les plus représentées chez un individu en bonne santé. Donc on a 8 souches aujourd'hui. On a une concentration importante. On a 14 milliards de bactéries par gélule. Et surtout, on a repensé toute la chaîne de production. Parce que ces bonnes bactéries, elles sont quand même assez fragiles. Parce que donc vous allez les chercher un peu partout, c'est ça ? Non, justement, on les produit très proches, sans intermédiaire, et on fait des petites quantités de production pour pouvoir en reproduire très régulièrement, pour que ces bonnes bactéries, elles soient super fraîches, donc en pleine forme quand elles arrivent dans tes intestins. D'accord, ok. Parce qu'aujourd'hui, et notamment dans le circuit classique de distribution des probiotiques, il se passe beaucoup de temps entre la mise en gélule, la mise en packaging, le stockage chez le distributeur. Et... ça a une DLC en fait. Ça a une DLC et du coup, ces bactéries, quand elles arrivent dans tes intestins, ça fait trop longtemps qu'elles ont été produites, elles sont mortes. Et donc, à part l'effet placebo, tu vas pas voir grand-chose. Putain, c'est ouf ça. Et attends. Mais au-delà de la DLC, parce que si tu veux, en pharmacie, on vend pas des produits périmés. Ok. On vend des produits consommables, mais c'est juste que c'est des organismes vivants qui sont très fragiles. Et donc, plus tu les consommes vite après la production, plus l'impact sera... plus ces bactéries vont être effectives. Après, tu as forcément une déperdition. Mais du coup, il y a d'autres critères qui sont importants.
notamment la concentration, c'est-à-dire combien de micro-organismes vivants tu vas avoir dans une gélule. Ok. Donc, une concentration qui est très élevée, on est à 14 milliards par gélule, là où dans des produits du marché, tu vas plutôt en trouver 5-8 milliards. Comment ça se fait, encore une fois? Est-ce que Ça coûte, c'est le temps que ça arrive à vous, consommateur final, qui fait que tu perds Non, c'est la concentration initiale, justement, on a décidé d'en mettre plus. Mais pourquoi ils le font pas? En fait, moi, ce que je comprends pas dans tout ça... C'est des coûts de production. Ça coûte moins cher. Ok, c'est Tout simplement. D'accord, Et ok. le dernier critère, c'est la diversité de souches que tu vas avoir justement au sein de ta gélule. Comme disait Anouk, pour rééquilibrer un microbiote, tu dois agir globalement parce que en avoir une seule, en fait, ça suffit pas. Donc nous, on a 8 souches différentes qui sont 8 souches qui ont été reconnues pour être résistantes et bénéfiques justement sur le microbiote. Et sur le marché, tu vas plutôt en trouver entre 3 et 5. Et en fait, cet ensemble de critères fait que on a plein d'avis de retours clients aujourd'hui qui disent mais j'avais déjà testé les probiotiques et j'avais jamais ressenti des bienfaits. Avec Dijo, ça m'a changé la vie. Et en fait, ces critères-là, ils sont hyper importants justement pour déterminer l'efficacité de la cure et des probiotiques que tu vas prendre. Et pour la petite anecdote, au début, quand on s'est lancé, du coup, on avait une cure qui était bien plus chère que la moyenne. Parce que les gens sont habitués à un prix de marché autour de 15-20 euros. Vous, c'est... Nous, c'est 40 euros, donc c'est quasiment le double. Mais au prix de la bactérie, on est ce qu'il y a de plus bon marché. Mais au début, tout le monde disait, mais vous lancez... C'est un en fait. Ouais. Exactement. Tout le monde nous disait, mais vous pourrez jamais percer le marché des probiotiques avec des cures à 40 euros. Les gens n'ont pas l'habitude de payer autant, c'est impossible. Et en fait, on expliquait, mais au prix de la bactérie, on est ce qu'il y a de moins cher en France. Et donc, on essaye toujours de faire passer ce message. Mais effectivement, la qualité, ça a un prix, surtout en circuit court, 100% fabriqué en France. Et malheureusement, aujourd'hui, tu peux être un petit peu biaisé parce que tu peux avoir de la rétention d'informations sur les produits. Les gens ne sont pas éduqués sur... Et ils le captent, ça Ouais, c'est drôle, les gens qui viennent chez Dijo. Ou est-ce que j'allais dire pourquoi ils viennent, mais bon, on a compris. La question, c'est est-ce que c'est des gens qui ont déjà pris des compléments et qui n'étaient pas justement satisfaits? Ou est-ce que c'est vraiment des... moi, j'en ai jamais pris, est-ce que je suis une target, tu vois? Ouais, alors il y a vraiment les deux. En fait, tu as vraiment des gens, justement, qui ont des vrais problèmes de ventre et en fait, qui ont déjà testé des solutions, qui ont déjà vu... Qui sont à la recherche d'une solution. En fait. Voilà, qui ont déjà été dans des process aussi avec des médecins longs, qui n'ont pas forcément abouti, etc. Un peu le même parcours qu'Anouk au final, mais voilà, vraiment sur des pathologies du ventre. Et donc, qui vont être à l'affût de toutes les solutions pour aller mieux parce que ces problèmes de ventre, ça leur pourrit le quotidien, en fait. Et donc, ces personnes-là, c'est là où elles nous disent « mais j'avais jamais testé des probiotiques qui m'avaient fait autant de bien ». Et ensuite, on a parlé de notre gamme de produits chez Dijo, mais on a aussi un rôle de média. C'est-à-dire que le ventre, on l'a dit tout à l'heure, c'est une énorme boîte noire. Au quotidien, on fait énormément de pédagogie pour expliquer justement... Je vais ôter le mot de la bouche. Pour expliquer justement quel est le rôle du microbiote, quel est le rôle de la paroi intestinale, du foie. Et expliquer aussi quel est son impact sur l'ensemble de la santé. Par exemple, le matin, si tu te réveilles avec la langue blanche, pâteuse, ou alors que tu as un gros coup de barre après le repas, c'est qu'en fait, ton foie, il est saturé de toxines et qu'il arrive plus à... il arrive plus à remplir son rôle. Mais ne rigole pas, Lisa. Et en fait, fais voir ta langue. Et en fait, ça, c'est vraiment un travail du quotidien. Et comme ça, en fait, on va aussi toucher des nouvelles personnes, des personnes qui potentiellement se disent j'ai pas besoin de prendre soin de mon ventre, j'ai pas de problème. Et en fait, finalement, il y a plein de messages qui vont les toucher parce qu'ils ont des symptômes du quotidien. Ils vont se dire, en fait, si je suis fatiguée, peut-être que ça peut être un problème lié au ventre. Et là, on va avoir des personnes qui vont nous écrire je pensais ne pas avoir de problème, mais en fait, depuis que je teste vos produits, j'ai ressenti des bienfaits sur mon énergie. C'est ouf parce qu'ils n'ont pas vraiment un problème. En fait, ils en ont un. Voilà, ils n'ont pas conscience du problème. Nous, on a plein mais vous leur prouvez par A plus B qu'ils peuvent aller mieux. Nous, on a plein de femmes qui se réveillent, qui ont un ventre plat et en fin de journée qui sont complètement ballonnées. Mais au bout d'un moment, on le disait tout à l'heure, c'est un sujet hyper tabou. Moi, je suis ballonné, par exemple, je le sais. Voilà. Mais je sais que c'est... Enfin, on dit que c'est de famille, mais... On n'a pas envie... C'est bientôt fini, t'inquiète. On n'a pas envie d'en parler, c'est un sujet tabou. Alors, je pense encore plus quand t'es une femme. Et du coup, ces personnes-là, elles n'ont pas envie d'aller en pharmacie et dire « Bonjour, j'ai des problèmes de flatulence, comment faire ?» en fait. Oh, c'est pas parce qu'on est ballonné qu'on a des problèmes de flatulence, Lisa. Alors, pas toujours, mais en tout cas, ces problèmes de digestion... Ça sent bon, là, ça. Ces problèmes de digestion, c'est des problèmes qui sont hyper tabous, qui font que beaucoup de personnes soit n'en ont pas conscience,
soit ne passent pas le cap justement de le prendre en main. Mais grâce à au travail qu'on fait sur les réseaux, dans notre newsletter, justement, d'éduquer, ces personnes-là, on les amène à se poser les vraies questions, les bonnes, et justement à se dire, mais en fait, j'irais sûrement mieux si je prenais soin de mon ventre. Donc vous avez juste gratté le début, comment on dit, the tip of the iceberg, mais en gros vous partez du principe qu'il y a tellement de personnes qui sont juste pas conscientes de tout ça. Ok, ouais, tout le monde. Ouais. On vient de faire une étude OpinionWay et 85% des Français en 2023 ont des maux de ventre. Ouais, ça m'étonne pas de manière après on mange pas très bien. Enfin, je pense qu'il y a aussi des gens qui mangent de la merde. Bref, j'ai une question à te poser à toi, Lisa. Si ça avait été pas pour Anouk, est-ce que tu aurais mis autant d'énergie et de temps à vouloir développer Dijo? Est-ce que, je m'explique, hein, est-ce qu'il y avait un aspect commercial dès le départ ou est-ce que tu t'es dit je vais aider ma pote et après on verra? Mais je pense que et sois honnête, hein. Anouk, si tu veux sortir. Je pense que c'est ce qui fait notre force chez Dijo, c'est qu'on a une vraie mission d'aider les gens à aller mieux. Moi, j'ai l'image d'Anouk, on faisait un déjeuner ensemble et elle a pu manger l'œuf dur sur sa salade, si tu veux, tellement elle pouvait rien digérer à ce moment-là et qu'elle était au bout du rouleau. Et forcément, en fait, ça nous a marqué dans la manière dont on a construit Dijo, avec cette vraie volonté d'aider les gens. Et on le disait en rigolant tout à l'heure, mais on se disait, bon, si ça marche pas, on partira. En fait, on s'est jamais dit, dans 4 ans, on va faire 5 millions de chiffre d'affaires et dans 10, on en fera 60. En fait, c'était même pas un sujet pour nous. C'est l'objectif, 60 dans 10 ans? Non, pas d'Inch'Allah. Mais c'est pour exprimer le fait que quand on a lancé Dijon, on n'avait pas du tout cette vision de chiffre d'affaires et de businesswoman. On avait cette envie de faire la meilleure cure de probiotiques au monde et de dire à tout le monde, mais prenez soin de votre ventre, c'est la chose la plus importante pour vous, quoi. Et du coup, c'est parti de là. Après, maintenant, bien sûr qu'on a un vrai business, etc. Je vais pas mentir, mais la volonté et la mission de Dijo, elle est vraiment partie de là. Ok. Et tout l'ADN de Dijo est part de là. Vous vous êtes senti à quel moment entrepreneur ou entrepreneuse, c'est vous qui voyez, mais je mets bien eux dans ma tête. À quel moment vous vous êtes dit putain, en fait, je suis en train de créer un business, quoi. Genre, en plus, j'ai fait une école de commerce, je n'ai rien appris là-dessus, disons-le clairement. Moi, je dirais que c'est quand on a passé notre premier million de chiffre d'affaires, donc la 2e année. J'ai envie de vous baffer, quoi. Quand j'entends ça, je me dis attends, je dois faire 1 million de CA avant de me considérer entrepreneur. Non, mais parce que ça nous a... c'est vrai que ça, je vais pas dire que ça nous est tombé dessus, mais en fait, on a commencé à raconter cette démarche sur les réseaux sociaux, on avait fait nos produits super quali, mais il y a plein de gens qui font des produits de top qualité et qui vendent jamais. Et en fait, sur les réseaux, c'est parti en flèche. Enfin, c'est là où on a commencé à comprendre que tout le monde était concerné. Donc, là, on s'est dit, ouais, on a peut-être... Tant qu'on vous a pas mis un énorme intérêt massif, vous doutiez, quoi. Ouais. Nous, on est vraiment du genre à être jamais sûr de rien. Tous les soirs, on se dit, peut-être que demain, tout va s'arrêter. Enfin, on est super intéressé de tout. Même encore aujourd'hui, ok. Ouais, et puis, en fait, on en a parlé aussi un peu tout à l'heure, mais quand tu commences à monter ta boîte, tu vois que les boîtes qui lèvent 10 millions d'euros, qui recrutent 40... Et vous en avez dans votre écosystème. Je peux parler de Cure, je sais pas si ça vous parle. Oui, exactement. Eux, ils avaient fait de la levée de fonds, modèle SaaS. Voilà, qui sont déjà 20 ou 30 en un an. Nous, on était 2, on travaillait dans le salon de la mère d'Anouk. Et si tu veux, avant de se considérer justement comme vraiment entrepreneur, on a eu besoin, je suis d'accord avec toi, de passer ce million de chiffre d'affaires pour dire, non, mais attends, en fait, on est en train de faire un vrai truc là. On n'est pas juste en train justement de s'amuser entre copines, faire un truc qu'on aime dans le salon de la mère d'Anouk. On est en train de solutionner un vrai problème. Mais c'est dur quand tu es 2 femmes, que tu n'as jamais monté de boîte avant, que tu rencontres beaucoup d'hommes qui te parlent de levée de fonds alors que toi, tu n'es pas du tout là-dedans. Tu te dis, peut-être que c'est pas pour nous, peut-être que justement, nous, on fera jamais ça finalement. Mais dans le doute, on s'inscrit qui va être mon associé. Non, mais surtout, on était sur un marché hyper concurrentiel, ou déjà très bien adressé par des gros groupements de pharmacie, des gros groupes pharmaceutiques. Et donc, les gens qu'on rencontrait pour demander des conseils nous disaient, mais vous allez vous lancer sans argent, sans expertise médicale, dans un domaine qui est déjà complètement saturé, et vous êtes complètement maso. Vous êtes dans une industrie, j'ai l'impression, vieille. Quand je dis vieille, c'est genre les acteurs qui sont en place sont là depuis beaucoup d'années. En fait, moi, c'est ça que je retiens depuis tout à l'heure, c'est le message que je veux adresser à l'audience, c'est putain quoi, vous n'êtes pas docteur et vous avez développé un truc Non mais vraiment, ça veut dire qu'en fait, dans n'importe quoi que tu veux développer, même sans argent, même
c'est pas parce que ça n'a pas été fait que tu peux sortir de ta cave demain et le faire, quoi. Encore une fois, à quel moment vous avez capté ça? Mais j'ai l'impression que vous l'avez pas conscientisé, quoi. Bah, Non, en fait, aujourd'hui, on a un peu plus les mots dessus, c'est l'approche client. En fait, on a développé une solution Plus pour les patient. gens. Voilà, pour les gens. Ouais, mais c'est Avec- différent, client et patient. Oui, Parce que dans le enfin, corps médical... Non, mais tu vois ce que Et j'ai l'impression que le premier patient, c'était toi. Ouais, et surtout, du coup, nous, on avait cette mauvaise expérience qu'on voulait résoudre. On voulait vraiment offrir cette solution où il y a l'accompagnement, la pédagogie. Parce que franchement, quand tu as des problèmes de santé, tu es seul. Moi, j'avais 25 ans. Mes parents, quand je sortais de l'endocrinologue, ils me disaient, il a dit quoi le médecin? Il a dit ça, bah tu fais ça. Et je peux dire, le jour où j'ai voulu arrêter mon traitement, c'est évidemment pas l'endocrinologue qui m'a dit, tu peux arrêter ton traitement. Tu l'as fait Je me suis battue. Okay. Enfin, tu vois, j'ai dit, bah, moi là, j'en peux plus de ce traitement. J'ai des bouffées de chaleur, j'ai l'impression d'être ménopausée tellement c'est pénible. Je veux prendre le temps d'essayer d'aller mieux naturellement. Et du coup, c'est vrai qu'on a reproduit cette approche dans une démarche de bien-être. On accompagne aussi des gens qui sont assez pathologiques sur le ventre. Et vite, ces premiers clients sont devenus nos meilleurs ambassadeurs parce que, en fait, il n'y a rien de plus efficace que des produits de qualité. Et dans le produit, en fait, il y a l'accompagnement et les compléments qu'on fournit. Mais c'est ça qui a fait une énorme différence parce que, et je pense que c'est ça qu'on adore dans notre mission aujourd'hui, c'est les gens, ils nous disent, vous avez changé ma vie, merci, je vais mieux, c'est trop bien. Et ça, c'est la plus belle de toutes les récompenses. Et même si on était encore en train de faire 300 000 € de chiffre d'affaires par an, je pense qu'on serait quand même hyper reconnaissant. J'aime bien comme tu dis ça, comme c'était dégueulasse, 300 000 € à deux, tu sais, genre, ça va. J'aimerais vous poser une petite question. Je sais plus comment vous l'aviez dit, mais qu'en gros, vous avez la vocation à créer une PME. D'ailleurs, un spoiler, vous avez fait qui veut être mon associé, vous n'avez pas levé d'argent. Et t'as parlé aussi donc là de l'éducation. Ah oui, mini question dedans, pardon. Et après, on va revenir un peu sur les canaux d'acquisition. Mais combien de personnes qui achètent un premier produit chez vous, sachant qu'il n'y a pas d'abonnement, enfin c'est du one shot, combien réachètent? Aujourd'hui, on a plus de 65% de personnes qui réachètent. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Sans abonnement. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. Sans abonnement. C'est-à-dire que lui-même à la mano, c'est de toi, quoi. Ou au pire, vous envoyez un mail pour recommander, mais. Ouais, mais en fait, c'est des gens qui d'un coup découvrent la vie, encore une fois, sans problème de vente. Tu te dis, mais en fait, c'est beaucoup plus cool, quoi. Je me sens bien, j'ai de l'énergie, j'ai pas justement cette préoccupation mentale. Et sauf que les gens aujourd'hui n'ont pas. Il y avait très peu d'éducation, encore une fois, sur le sujet. Et donc, quand tu comprends ça et que tu commences en plus à activer d'autres leviers, parce qu'on fait aussi beaucoup de messages sur l'alimentation, etc. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Nos gélules sont presque magiques, mais ça vient pas que des produits qu'on vient. Il y a aussi effectivement ton alimentation, le sport, le sommeil, évidemment. de choses. Et en fait, quand tu commences à comprendre ça, et quand tu commences à comprendre que ta santé, finalement, elle régule tout et que c'est la chose la plus importante. Et c'est pas forcément, tu parlais de contraintes tout à l'heure par rapport à nous qui a dû changer son mode de vie. C'est plus pour moi une autre vision de ton mode de vie et de ce qui est important qu'une vraie contrainte, parce qu'en fait, tu comprends juste ce qui est important pour toi et finalement, tu le fais avec envie et plaisir et pas... Oui, parce que j'ai horrible à dire, mais Anouk, t'avais envie de vivre, quoi. Et tout le monde n'est pas dans ce mindset-là. Ouais. Non, vraiment, Oui, c'est c'est horrible, ça, mais il y a c'est des vrai, gens qui se disent... Je préfère continuer, d'ailleurs, c'est le principe d'une addiction, quoi, c'est de pas changer ton habitude parce que le changement fait peur. Et toi, tu dis une contrainte, mais c'est la même chose que le business. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour vous. Avant, ça aurait pu être vu comme un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore une fois, j'ai l'impression, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Oui, alors de ton après, mindset, encore une fois, on dit pas aux gens de manger de la salade verte toute la journée pour être en pleine forme. Tout est une question d'équilibre. Nous, on adore manger des chips, des pizzas. J'allais dire, c'est quand le dernier McDo? Et se boire un gin tonic. Je laisse mettre. Ah ouais? Et en fait, c'est ça qu'on veut faire comprendre. C'est que c'est juste la prise de conscience, encore une fois, de ce qui te fait du bien, ce qui te fait pas du bien. Et ça n'enlève pas les moments de plaisir que tu as avec tes amis, ta famille, ou que tu as tout seul d'ailleurs, peu importe. Mais des moments de plaisir où tu as envie, en fait, de manger une pizza, des pâtes, je veux dire, c'est pas mauvais. Non, clairement. C'est pas du tout mauvais. Et c'est la même chose que le sport quand on en parlait tout à l'heure. Enfin, je donnais cet exemple, mais t'es pas obligé de faire du sport tous les jours pour que ça fasse du bien sur toi. Exactement. Même courir 10 minutes, je pense que même psychologiquement, juste ça ma fait du routine bien. la journée, en fait, te dire, j'ai 3 stations, en fait, j'y vais à pied, ça me prend 5 minutes de plus. Enfin, c'est des réflexes. 2,10 €.
Voilà, car exactement. je ne paye plus le pass Navigo. C'est des réflexes et c'est un mode de vie. Question débile, vous êtes en CDI? Ouais. Dans votre boîte? Ouais. Ok. On est trop fiers d'ailleurs. Ouais. Ah oui, ça fait pas si longtemps. Vous êtes payé depuis le début? Alors pas du tout, non. Non, on a mis 1 an et demi à se payer. On a été directement salarié de Dijon pour cotiser. C'est quand même une sécurité. Bah ouais, c'est pour ça coûte cher. Hein, tu sens que c'est les questions que je me pose en ce moment. Je sors d'un heure de call légal hier, je vous jure. Hein. Et c'est pas moi, je l'ai dit, je sais plus à qui j'ai dit. C'est la première fois que je me sens adulte. Il m'a dit, est-ce que tu as pensé à une assurance vie? Ouais. Et genre, j'étais en mode, j'ai pas 30 ans encore. Non, genre, vraiment pas. Je voulais vous poser cette question. Vous créez une PME ou vous créez... Et c'est quoi les ambitions? Bon, oui, vous avez dit que vous vouliez créer une PME plutôt qu'une start-up. Qu'est-ce que vous voyez comme différence à ce niveau-là? Est-ce que c'est l'ambition? Est-ce que c'est les levées de fonds? La valorisation? C'est quoi votre vision là-dessus? Alors, la différence principale, c'est la rentabilité. En fait, nous, on investit l'argent qu'on a gagné, donc on a une croissance peut-être un petit peu plus lente qu'une levée, parce qu'on ne fait pas de cash burn, mais c'est assez sain. Ça correspond à un peu notre vision de la vie, dans le sens où tu dors quand même mieux la nuit quand tu dépenses l'argent que tu as vraiment gagné. Tu vois. Vous dépensez combien par mois? Je sais pas à quel point vous pouvez être transparente. Hein. Moi, j'y vais. Hein. Peut-être la première. Alors, écoute, ça a beaucoup évolué. L'année dernière, notre seuil de rentabilité, c'était autour de 80 000 € parce qu'on était très peu staffé et que... On dépensait très peu en acquisition. Là, cette année, depuis qu'on est passé dans l'émission Qui veut être mon associé, on a osé, encore une fois, aller un peu plus vite. Et donc, aujourd'hui, on dépense 250 000 € par mois. Toujours rentable. Toujours rentable. Et pour compléter ce que dit Anouk, je pense que dans la vision, quand croissance plus lente, mais aussi faire les choses étape par étape. En fait, nous, aujourd'hui, on est que, entre guillemets, que 7, ça fait 4 ans. Et on a tout fait comme ça, étape par étape. On a beaucoup appris. Et aujourd'hui, c'est aussi ce qui correspond à notre vision de l'entrepreneuriat. Et ce qui nous tient à cœur, c'est aussi de montrer que finalement, tu peux réussir sans lever des fonds et sans recruter 20 personnes en 2 ans. Et c'est sûrement, en tout cas, on est assez convaincus de ça, que c'est une croissance plus saine pour l'avenir. Après, une fois que tu es structuré et que tu as bien trouvé ton fit market et que justement ta rentabilité, tu peux lever des fonds en fait, dans le sens où c'est intéressant de lever des fonds, par exemple, pour développer un nouveau marché parce que tu as besoin de recruter énormément. Enfin, en fait, tout ça, ça a du sens. Mais pas en tout cas, pour nous, on a trouvé que justement, trouver vraiment notre marché, se poser les bonnes questions parce qu'on avait besoin de gagner de l'argent pour continuer à se développer, ça nous a permis de prendre les bonnes décisions. Mais c'est pas une porte fermée, quoi. Non. Et le kiff dans la daily life d'entrepreneur qui n'a pas levé, c'est que tu es seul maître à bord. Donc tu décides ce que C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous étiez aussi anti le fait de vous dire, parce que j'imagine que vous avez eu des approches, on parlait de qui va être mon associé juste après, mais encore une fois, les gens peuvent dire que c'est un accompagnement. Moi, je pars du principe que c'est aussi des contraintes. Tu as des comptes à rendre légalement. Et surtout, les gens qui nous ont approchés, ils nous disaient vous pouvez pas rester juste positionné sur la niche du ventre, c'est pas un assez gros marché, il faut élargir. Et nous, notre vision, c'était le ventre. Enfin, on a envie d'être expert du ventre. Et puis c'est tellement vaste et flou pour nous que j'ai l'impression qu'il y a tout à faire. Vous avez des produits glutamine, probiotiques, lithotame, c'est hyper technique, c'est pas marketing. Et nous, on était convaincus de ça, donc on n'avait pas envie de vendre un truc par lequel on n'était pas convaincus. Enfin, en santé bien-être, tu peux pas tricher. Les clients, ils reviennent chez nous parce qu'ils ont un regain d'énergie, parce qu'ils ont le ventre plat. C'est pas parce qu'ils ont acheté un produit et que ça a instantanément satisfait, une envie compulsive d'achat de compléments alimentaires. Et du coup, vu que ça correspondait pas à notre vision, l'approche des investisseurs, jusqu'à présent, ça l'a jamais fait, quoi. Je grave désordre. Tout à l'heure, on parlait d'études. Est-ce que vous imaginiez que c'était possible, je vais aller plus loin, c'était même pas faire un business, c'est de faire de l'argent d'une passion? Et quand je dis une passion, c'est un truc qui vous passionne. Bon, ça peut être un business un poil plus sexy. Non, je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment se dire, parce qu'on en parlait tout à l'heure, prépa, grande école, CDI. D'ailleurs, on parle de carrière. Est-ce que tu parles encore de carrière en te concernant aujourd'hui? Non. Et en fait, c'est un peu ça, c'est te dire, atteindre des étapes pour atteindre, je sais pas, un salaire plancher à 40 ans en te disant, ok, je suis un bon cadre, j'ai un bon salaire.
t'as pas l'impression qu'on nous a douillés en école de commerce et qu'on nous a jamais dit, mais mec ou meuf, mais si tu bosses comme un malade, tu peux faire v'là les thunes Non, tout mais seul, à ton compte, quoi. Je pense qu'il y a vraiment, c'est une question de personnalité. En fait, t'as des gens qui sont incapables de vivre dans l'inconnu, l'imprévu total. Enfin, nous, on a quand même passé 1 an et demi, 2 ans, je veux dire, à tout faire nous-mêmes. Moi, à l'époque, j'avais 28, 29 ans. Mes potes commençaient justement à acheter des apparts, faire des trucs et tout. Moi, j'étais en sous-loc, galère totale. Anouk, elle était au RHA, lui, chez sa mère. Enfin, je veux dire, tu prends un risque à un moment, Bon, un risque. Alors, nous, c'est ce qui nous anime. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vivre, en fait, parce que t'as des ups, t'as des downs, c'est la vie, quoi. C'est génial, c'est hyper excitant. Mais t'as des gens qui sont très heureux en étant salariés, avec un salaire à la fin du mois. Tu penses que c'est la plupart des gens dans la société qui seraient... Je sais pas, mais en tout cas, je pense que l'entrepreneuriat est pas fait pour tout le monde. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est dur. Mais tu vois, on dit ça, mais je suis désolé, le salariat n'est pas fait pour tout le monde. Ça, je l'ai jamais entendu de l'école. Oui, mais dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Oui, mais on le dit dans la première phrase que tu as dite, parce qu'on dit ça presque comme un gros mot. Parfois, les gens le regardent avec un truc très lointain, l'entrepreneuriat, qui, je pense, il y en a plein qui le sont sans le savoir. Je veux dire que n'importe quel créateur de contenu qui crée de la valeur, même gratuitement, ou de médias ou autre. Mais c'est vraiment cette phrase de te dire, moi, on m'a jamais dit à l'école, le salariat, c'est pas fait pour tout le monde. Et je vais aller plus loin. Si on m'avait dit ça, pourquoi je t'aurais filé 45 000 € pour monter ma carrière et avoir le logo sur mon CV? Après, il y a aussi un changement Je sens que je suis vénère. un changement de génération, parce que nous, quand on était enfants, enfin, et dans les études, je pense la daronne qui parle. Non, mais c'est vrai. Internet, c'était encore, c'était moins développé. Aujourd'hui, Internet, c'est une opportunité de malade. Et je pense qu'on est juste à la préhistoire des métiers où, en fait, t'es en freelance, tu vends juste ta prestat, tu vends juste ton expertise, tu fais ta com sur les réseaux sociaux, t'es autonome. Et tu peux créer ta valeur, en fait. Exactement. Et là, il commence à y avoir un switch qui est permis par cette ère d'Internet, des réseaux sociaux, où en fait, c'est gratuit de vendre ta prestat, de faire du marketing, de la com. Et même nous, d'ailleurs, en tant qu'entreprise, on n'aurait jamais pu concurrencer des marques qui sont installées en pharmacie depuis 30 ans si on n'avait pas eu les réseaux sociaux pour créer cette communauté, pour créer cet engagement. Ce média aussi. Ce média. Et aujourd'hui, c'est... Exactement. Et donc, c'est en train de complètement changer. Et je pense que les gens, ils ont encore très peu conscience des opportunités. Alors que le jour où tu comprends que tu peux gagner 1 € par toi-même, là, ton mindset, il change. En fait, tu bascules. Les montants sont pas pareils. Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte vraiment, mais en B2B, 10 000 €, c'est pas 10 000 € sur ton compte, et ça n'a rien à voir. Et je sais que moi, j'ai eu cette approche, tu vois, de limite vendre des trucs à 2 000 €, et dans ma tête, j'étais en mode, attends, j'ai quitté un salaire à bien 3 500, tu vois, net, mais putain, en 2 ventes, je peux le faire. Ouais, bon, évidemment, t'enlèves les impôts et tout, mais bref, il y a un peu ce truc où moi, je milite pour ça, je suis biaisé, évidemment, dans la tête d'un CEO, mais je pars du principe que tu peux combiner les deux et être heureux, et on s'entend, hein, si on crée une société, c'est pour pouvoir embaucher des gens et que eux aussi puissent être salariés. Oui. Mais je pense qu'il faut pas que même les deux sont pas forcément antinomiques parce que les gens évoluent. Bref, on va aller dans un autre débat. Le fait de rejoindre une start-up, alors t'étais pas entrepreneur, mais t'es quand même dans une aventure entrepreneuriale. Tu choisis aussi la vie d'entreprise qui est moins stable aussi que t'étais pas planqué dans une boîte de 200 personnes. Enfin, mais moi, je suis passé par la BNP avant, quoi, qui est mon sponsor aujourd'hui. Tellement drôle. Mais c'est vrai, nous, j'y repense, on s'est lancé, on avait de côté chacune 2 000 €. En fait. Et c'est assez. C'est assez. On n'avait pas des parents richissimes, hein, donc vraiment c'est un risque. Et tu vois, et nos parents, quand on leur a dit on va se lancer dans les probiotiques, ils ont dit oui d'accord, mais votre vrai métier, votre vrai travail, ça va être quoi? Mais dans le sens où il y avait une autre mentalité, même le rapport. Ils vous ont demandé un plan B? Non, mais pour eux, c'était voilà, ça va durer 1 an, elles s'amusent toutes les deux. C'est la crise d'ado. Voilà. Et so cute. T'avais complètement un autre rapport au travail. Moi, mes parents, ils sont restés 30 ans dans la même entreprise. Alors, toujours la même hyper impliqués en plus, hyper corporate à 2000%, et ils vivaient pour cette boîte qui n'était pas la sienne, qui était après il y avait des actionnariats, etc. Mais tu avais une autre mentalité. Et aujourd'hui, t'es reconnaissant que tu vois une équipe t'est recrutée, quoi, presque. À l'époque. À l'époque. Puis, justement, tu as envie de gravir les échelons. Tu commences là et tu finis directeur avec des équipes, etc. Tu es hyper attaché à l'entreprise. C'est corporate, quoi. Nos parents, ils restaient dans la même boîte. Aujourd'hui, plus du tout. Tu as un rapport au travail, en tout cas, il fallait manger ce matin.
Putain, ça T'inquiète, s'entend. j'ai les mêmes. J'espère qu'on Merde. verra qui gargouille au micro. Parfois, je me dis, mais si, je te confirme, ça va s'entendre au T'as micro. pas un petit bug dans la bouche C'est pas grave, on dira pas qui c'est pas grave. Et je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, aujourd'hui, tu es beaucoup moins attaché à ça. Je pense que des générations différentes. tu cherches justement aussi l'équilibre vie pro, vie perso. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de donner tout le temps à ton entreprise, en fait. Ouais. Tout ça, ça change. Il y a Internet qui a énormément changé aussi tout ce que tu pouvais faire en partant Ah, de mais je rien. pense que c'est pour ça qu'on se pose même les questions de sens ou de se dire, moi c'est la même chose, hein, de me dire, on fait nos études pour avoir une carrière. Enfin, je pense que c'est ce que nos parents nous ont dit. Et une fois qu'on rentre dedans, on est en mode, attends, je fais tout ça pour ça. Genre, Ouais. tu vois, il y a un truc qui est. Ah ouais, non. Bah mais non, complet. du coup. Mais Je pense qu'on est un peu moins patient que nos parents qui voyaient Carrément. une temporalité complètement différente dans la carrière. Là, aujourd'hui, tu as des exemples où, nous, on en est un. C'est vrai qu'en 4 ans, tu peux réussir à générer plusieurs millions en étant autofinancé. Et c'est super important dans le sens où sans une expertise. voilà, il y a un changement de génération qui va, lié à Internet pour moi, Mhm. qui va induire ce changement de mentalité. Et ça me paraîtrait pas non plus surprenant que dans 50 ans, tout le monde soit freelance. Tu vois, c'est chacun pour sa pomme, chacun sa responsabilité, parce que là, ce qu'on observe, c'est quand même, il y a un peu un rejet du monde de l'entreprise, des contraintes que ça peut imposer, et notamment depuis le Covid, où les gens ont découvert le télétravail. Et c'est génial, en fait, tu te dis, oui, je peux travailler pour quelqu'un sans lui vendre mon quotidien avec des contraintes très compliquées. Nous, on fait super attention, ça, chez Dijo, on donne beaucoup de flexibilité, ils ont 2 jours de télétravail. Si un jour, ils ont besoin d'aller chez le médecin à 15h, il n'y a pas de souci, ou même exceptionnellement, tu as besoin de prendre un train. Mais ça, j'ai l'impression qu'on l'a plus en start-up. Enfin, à l'époque, je l'ai vu. Parce que je sais que dans le 4 Pro, voilà, comme mon daron, il m'a toujours dit, je crois qu'il a jamais mis un jour d'arrêt maladie, quoi. Bah Enfin, oui. tu vois, c'est dans la Ouais, culture. mais- T'es malade, tu vas au Ouais, taf. moi, en c'est pas- M&A, je devais prendre mes rendez-vous chez le dentiste le samedi matin, ça Mais me oui. rendait taré. Ça. Mais depuis le Covid, on a complètement changé ça. Aujourd'hui, dire à quelqu'un, tu vas tous travailler du lundi au Ouais. vendredi 18h, en fait, c'est pas possible. Et comment tu veux qu'ils soient impliqués pour la boîte c'est ça. au-delà de son argent et des heures, quoi. Et moi, je me rappelle justement quand j'ai ce changement d'entreprise qui m'a fait partir et j'allais à la Défense et que le vendredi, je partais à 19h de la Défense et je me disais, mais en fait, je passe mon temps dans ces tours pour vivre 2 jours de week-end. Bah non, enfin en fait, j'ai pas envie de me réveiller dans 40 ans en me disant, j'ai profité. En fait, t'avais une attente du vendredi soir, je me rappelle. Où je me disais, mais vendredi soir, c'était de la libération parce que j'en pouvais plus d'aller à la Défense, d'être dans ce tunnel en fait du Alors, lundi au vendredi. tu vois une diff aujourd'hui, semaine, week-end? Bon, quand même, vous bossez de 9. Oui, ouais. parce que honnêtement, alors au début, non, mais aujourd'hui, les week-ends, c'est des vrais week-ends. Ok. Après, t'es toujours en réflexion sur ta boîte en fait. Mais c'est pas une contrainte. Mais C'est un c'est truc pas qui une te fait contrainte. plaisir. Et puis voilà, et du coup, ça t'empêche pas, par exemple, aussi de t'organiser en semaine. T'as besoin de partir plus tôt. En fait, tu te poses aucune question parce que si t'as besoin, tu vas retravailler le soir. C'est pas une contrainte. Enfin, t'es dans un mindset qui est complètement différent. Tu le fais pas pour un bot, enfin tu le fais pour toi. Bref, moi Ouais. c'est ça en fait que j'ai mis. Pour ce pourquoi je l'ai mis, on va juste terminer sur ça, hein, mais déjà ça veut pas dire que nos parents ont raison ou tort. La seule chose c'est en fait personne n'a raison ou tort, mais apprenez à vous connaître et écoutez-vous, regardez les expériences et après il n'y a rien qui est inaccessible. On va revenir sur l'argent. Ok, vous avez fait qui veut être mon associé, vous n'avez pas levé de l'argent. Bluff, coup de com, ou vraiment les bonnes élèves qui ont vécu le truc en live à fond quoi. Franchement, je pense que quand tu regardes les images, c'est ce que tu vois. Enfin, nous, on y a été, fidèles à nous-mêmes. Première de la classe, on était hyper stressés. C'était la première fois qu'on pitchait devant des Je me souviens investisseurs. pas le pitch, c'était bien passé, non? Ouais, c'est bien passé. C'est bien passé. Et nous, surtout, dans le jury, il y a Isabelle Chevalier, Mhm. qui est une entrepreneur hyper successful. Canadienne, non? Canadienne, qui a monté une marque de probiotiques qu'elle a revendue aujourd'hui, qui a fait des milliards. Et donc nous, là, on y va en se disant, si Isabelle Chevalier, elle a investi chez nous, on a tout gagné. Et donc on y va vraiment... Rappelez-moi, je me souviens plus exactement, il s'est passé quoi? Elle a voulu ou pas? Non, on l'a pas voulu. Non, on l'a pas voulu. Mais du coup, juste pour te réexpliquer, donc franchement, on est hyper stressé. On dort pas de la nuit d'avant. On arrive en plus. Enfin, il y a je sais pas, 50 caméras sur le plateau sur toi. Enfin, Ouais, c'est franchement hyper impressionnant. Ouais. Et à ce moment-là, on est dans une vraie démarche on a envie de trouver une personne qui va vraiment adhérer à notre projet et qui va nous aider à aller plus loin. Enfin, on est vraiment dans cette Donc vous démarche-là. cherchez un accompagnement ou de l'argent?
On cherchait vraiment un accompagnement. Donc quelqu'un qui croit en vous et en votre projet. Exactement. On avait besoin de quelqu'un qui ait l'expertise et qui nous fasse passer un cran justement par son expérience, etc., mais qui soit à 2000% dans notre projet. Et donc, il y a effectivement Isabelle Chevalier. On se dit, voilà, ça serait incroyable qu'elle investisse chez nous. Et donc après, voilà, on rentre sur le plateau, on pitch, etc. Donc, il faut comprendre que tout se passe en live. Hein. Il n'y a pas 2 enregistrements, en fait. Non, mais j'ai enregistré il y a 1 mois avec Eric Larchevêque. Et j'ai fait 3 émissions, du coup. Enfin, il se barrait 45 minutes, il revenait 25 minutes, on faisait, après il repartait. Donc ouais, je vois très bien. C'est dans le nord de Paris. Enfin, bon, on va pas dire l'adresse, mais oui. C'est les conditions du direct. Ouais, exactement. Oui, c'est ça. Mais non, parce que les gens se posent souvent la question, est-ce que non, il n'y a pas d'autre est-ce que c'est de l'acting? En fait, pas du tout. Enfin, t'es vraiment dans les conditions réelles, et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que tu es vraiment confronté à des investisseurs en réel, et en même temps, t'es filmé. Et c'est bien leur argent. Voilà, et stress maximum, parce que tu dis quand même, nous, on avait passé devant 2 millions de téléspectateurs à la télé sur M6. Tu vois, tu te dis, ok, c'est le jour le plus important de ma vie. Si on se plante, genre, on coule 10 jours. C'est genre là, vraiment, on va faire les valises, quoi. Donc, grosse pression. Le pitch se passe plutôt bien. Et donc, je te laisse... Est-ce qu'il y a une phrase qu'on vous a dite qui reste en tête? Un truc du genre, je vous tends une perche, mais je n'ai rien en tête. Hein, mais jamais ça va marcher si vous faites ça comme ça ou comme si... Sur le plateau? Ouais, parce que j'imagine il y aura plein d'autres qui vous l'ont dit dans la vie, mais ouais, sur le plateau, il n'y a pas un truc comme ça qu'on a pu vous dire, ou tu vois, une critique qui, au final, selon vous, n'était pas fondée. Ouais, j'ai été assez bienveillant. En off, pour raconter un peu les backstage, quand on arrive sur le plateau, Isabelle Chevalier, elle nous a pas trop aimés. Donc elle est pas très constructive. Okay. Elle nous dit oui, vos produits sont noirs et blancs, c'est has-been, c'est old school, on comprend pas la différence de la gamme. En amont ou après Après notre pitch. Et du coup... En off, elle le fait, je comprends pas. Non, en fait, si tu veux, tu fais ton pitch, et après, tu restes pendant 2 heures sur le plateau avec les investisseurs, avoir une vraie discussion d'investisseurs. Ouais, bien sûr. Mais sauf que quand... mais tout n'est pas retranscrit. Voilà, quand tu passes dans l'émission, il y a beaucoup de choses qui sont coupées. Bien sûr. Okay. Et donc, nous, si tu veux, notre idole sur Terre, Isabelle Chevalier, on arrive avec notre grand sourire. Ouais. Elle nous dit, vos packaging, ils sont nuls, c'est pas clair votre offre de valeur, vous pourrez jamais lancer ça si vous n'avez pas des chercheurs dans la boîte. Et donc là, nous, on commence vraiment à se liquéfier sur place. On sait pas quoi dire. On essaye de répondre comme on peut. De garder un vieux smile. Ouais, exactement. C'est genre... Tu défends ton truc corps et âme, quoi. Et donc ça, c'est pour la petite histoire, parce que tous les gens nous ont dit, quand ils ont vu le passage à la télé, qui a été coupé, ça s'est trop bien passé. L'assurance. Exactement. Alors que ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc au début, on se fait quand même un peu défoncer. Et en fait, après, les autres membres du jury prennent un petit peu notre défense et nous disent mais c'est super d'avoir fait tout ça en étant autofinancé. Enfin, ils nous disent franchement bravo les filles, ce que vous avez fait juste avec votre énergie et vos petites mains, c'est déjà super. Et ils sont hyper positifs, encourageants. Même Anthony Bourbon, qui était du coup un peu la deuxième référence, parce qu'on est quand même aujourd'hui principalement en e-commerce. Il nous dit c'est génial ce que vous faites en vendant principalement en ligne, c'est déjà un beau chiffre d'affaires. Donc il nous rassure un petit peu, c'est assez bienveillant. Mais notre monde s'effondre un petit peu quand Isabelle Chevalier, on sent qu'elle est pas dedans, en fait. Et donc, ça change un peu notre mindset sur le plateau. Là où on est arrivé, et je pense qu'on s'est dit, bon, on est 2 petites gentilles, on ne demande rien à personne. Elle va nous dire oui, tu vois. Vous vouliez combien? Alors, du coup, on demandait 250 000 contre 8%, il me semble. Okay. Et en fait, du coup, là, donc, tu passes 1h30 donc, de questions. Et à la fin de ces questions, tu restes devant eux. T'attends pendant 5 minutes, ils sont tous en train de noter sur un petit carnet et t'attends en fait leur verdict. Tellement stressant. Donc là, franchement, c'est 5 minutes, mais horrible. Ah, ça fait 2 heures que t'es debout, t'as mal au pied. Ouais. Et puis tu sais, t'as un peu la pression, enfin, je sais pas, la pression qui continue à monter. Tu te dis, mais j'en peux plus, quand est-ce qu'on va sortir de ce plateau? Et là, du coup, en fait, comme Isabelle, c'était un peu celle qui était attendue pour investir dans notre projet. Ouais. C'est elle qui doit prendre la parole en première et du coup elle dit qu'elle va pas investir chez nous. Ça commence. Et là vraiment énorme coup dur. En fait on se dit bon ok, et là deuxième personne qui parle, Anthony Bourbon, et en fait il nous explique que il est un investisseur chez une autre start-up de compléments alimentaires qui peut pas. Après il nous dit énormément de choses hyper positives sur la boîte, pour le coup hyper sympa, hyper encourageant. Il nous dit même par contre, je suis hyper dispo pour vous aider. On se prend 1 heure quand vous voulez. Voilà. Vous l'avez revu, Anthony, ou pas?
Ouais, on l'a revu. Ouais, Franchement, il a tenu parole et tout. Trop cool. Mais il nous dit non, quoi. Et du coup, t'as ces 2 personnes sur qui vraiment on avait visé qui nous disent non. Donc là, vraiment, comment ça se Il passe. reste qui? Il reste Isabelle Chevalier, Bah non, Isabelle. Delphine André, Éric Larchevêque et Jean-Pierre Nadir. Ok. Voilà. Alors, avec l'archevêque mettra pas, c'est sûr. Enfin, je pense il a pas fait. Bah si, c'est lui. Si, c'est lui. Ah si, c'est lui qui a fait là. Ah, Alors, j'allais en dire fait- du B2C e-commerce. Mais justement, nous, en fait, on s'est dit, Éric Larchevêque, il est pas du tout dans notre scope. On a même pas regardé son CV. Enfin, ça nous intéressait même On pas. n'a pas regardé. Alors, on le On voit même pas qui connaissait. c'est le On mec. voyait ce que Non, mais c'était, les Ledger à peu près, mais tu vois. Non, mais on connaissait très bien son parcours, mais pour nous, c'était pas l'investisseur qui allait forcément matcher. Et je sais plus si c'est Jean-Pierre Nadir qui parle d'ailleurs en 3e, mais en fait, pas, il nous dit c'est super les filles, vous allez aller loin, mais juste moi, j'ai pas une expérience qui va vous servir, c'est j'ai du rien à tourisme. vous apporter, du coup, je suis pas la bonne personne, mais allez-y, quoi. Et du coup, là, on se dit, ok, c'est la fin, vraiment. Et donc là, on a Éric Larchevêque qui nous dit qu'il est intéressé. On sent que c'est une approche très financière. Ouais. Et il y a Delphine André qui nous dit effectivement qu'elle est intéressée. Et elle a des spas, en fait, en nous disant que ça peut être intéressant, justement, des spas, des hôtels. Ah oui, spas, oui, oui, c'est vrai. Ah, je voilà, me souviens de et ça, dans de les lesquels mettre dedans. ça oui. peut être super intéressant parce qu'il y a une approche bien-être, etc. Et donc, ils nous font tous les deux une proposition. Mais une proposition, au lieu de prendre 8% contre 250 000, ils proposent 10%. Ok. Voilà. Donc, voilà, ça veut C'est dire pas- que tu baisses ta valo et qu'ils prennent plus de capital. Donc là, sur ça, donc toi, tu peux aller dans le SaaS pour réfléchir. Donc ça, on Ce que sort vous avez réfléchir. fait, ouais. C'est ce qu'on a fait. Vous êtes revenu. Et qu'est-ce que vous avez dit? Et en fait, et du coup, là, ce qui se passe, c'est que, en fait, dans leur approche, on sent pas justement cette animation pour la mission du ventre. Il n'y a pas une vraie même si, enfin, bien sûr que. Mais tu l'as dit juste avant, sur c'est leur- un aspect voilà. financier, en gros. Et après, on a manqué aussi un peu de sueur. On est dans une situation où on est hyper stressé. Enfin, clairement, on est hyper impressionné par les 5 membres du jury. C'est des personnes qui ont réussi. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. T'es pas juste là à leur dire non, non merci, salut. Enfin, Ouais, tu tu dis te non dis, à mais je suis qui quelqu'un, pour leur quoi. dire non, Ouais, en voilà. fait. Ouais. Et sauf que on a pas, à ce moment-là, je pense qu'on a manqué de courage, en fait, pour vraiment leur dire, mais du coup, expliquez-nous qu'est-ce que vous allez réellement faire pour Dijon, comment vous voyez les choses pour vraiment comprendre. Ouais. Et parce que du coup, donc à ce moment-là, on sent que ça nous manque, mais on n'ose pas leur demander. Et du coup, on vient en fait, comme on n'ose pas dire non, on vient avec une contre-proposition à 9%. Mais je te jure, c'est vraiment, en fait, à ce moment-là, C'était psychologique. tu te rends compte que émotionnellement, t'es dans un stress qui est vraiment le énorme, que t'es là devant ces personnes-là hyper importantes, t'arrives pas à dire non, du coup, tu proposes 9%. Ouais. Et enfin, tu vois, en même temps, tu poses pas les questions que tu as vraiment envie de poser. Et donc, à ces 9%, ils disent, ils disent non. Alors en fait, c'est ridicule de revenir avec ça, mais nous, en bonne première de la classe, comme on se dit, on peut pas dire non, enfin on peut pas leur dire non. Les mecs, En fait, c'est vous osiez pas dire non, donc c'est- vous avez fait en sorte qu'ils vous disent non. Bah, Bah, non, parce que non, même pas. Parce que si vous avez T'aurais dit oui si tu le voulais de ouf. oui, si on voulait de ouf. Alors du coup, il y a cette première étape où en fait, Éric Larchevêque, il dit un peu en blague. Alors moi, j'y connais rien au monde des compléments alimentaires, Ah oui, mais c'est j'ai vrai. du temps pour vous accompagner. Et on demandera à mon pote Anthony Bourbon qui veut bien vous accompagner. Mais c'est marrant, mais sur le coup, t'es là, bah du coup. Ouais, non. Enfin, ouais, c'est pas très vendeur. Ouais, donc, c'est en fait- vraiment si tu veux juste une ligne de crédit, enfin de l'argent. Quoi. Eux, ils font une négo sur la valo qu'on propose, Mm. mais ils n'ont pas une proposition d'accompagnement qui nous semble très pertinente. Donc il y a Delphine André qui dit moi je peux vous mettre dans mes hôtels et mes spas, et il y a Éric Larchevêque qui dit moi j'y connais rien mais j'ai du temps et on pourra demander à mon pote Anthony Bourbon. Donc si tu veux, nous on se retrouve avec un truc où on doit céder 10% de notre capital contre une promesse qui est pas très intéressante. Mais comme on est sur le plateau, qu'on est super impressionné, on n'ose pas dire non. Donc on revient avec cette idée un peu saugrenue de dire qu'on propose 9%, genre le seul pourcent entre 8 et 10. Mais c'est aussi une manière de relancer le débat et je pense Ouais. de voir, tu vois, c'est aussi une manière de dire, est-ce qu'ils sont réellement motivés? Est-ce que du coup, Est-ce que c'est au-delà de l'argent, Un deal qui pour eux, en gros, vaut un peu plus, donc ils se disent, Voilà. c'est Si une on bonne avait- opportunité Si financière. on avait eu un peu plus d'expérience, on serait revenu, on leur a dit Vous on les peut- auriez challengés, on en peut fait. potentiellement Ouais. être OK pour 10%, mais aller plus loin dans la proposition de valeur d'accompagnement que Ouais. vous faites.
Et nous, on est revenu en mode, on a une contre-proposition, c'est 9%. Et là, ils nous disent non. Et vous avez dit quoi? Du coup, vous avez dit non, ok. Est-ce que non, vous on êtes... est reparti en fait. En Ouais, fait, il y a Eric. C'est quoi le sentiment que vous avez en sortant? Mais attends, je finis. Vas-y. En plus, c'est bientôt là. Il nous reste 5 minutes. Et il y a Eric qui demande quelles sont les conditions de sortie, etc. Donc, tu sais, ça rentre encore dans ce truc financier. Enfin, voilà. Donc là, en fait, ils nous disent non, mais du coup, là, on ressort. Deuxième fois, en mode, bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, est-ce que vraiment on refuse? Et là, en fait. Ah, parce qu'elle est toujours sur la table. Ouais, c'est ça. Ok. Mais toujours à 10%. Ouais. Et du coup, là, finalement, on se dit, on a trop de doutes. Moi, on n'est pas convaincu à 100%. Donc, c'est une décision de. On dit que c'est un mariage, c'est pas facile là, prendre 30 secondes là. Surtout 10%, c'est énorme. Enfin, si tu veux, nous, on a monté ce truc à la sueur de notre front. Vraiment, on a galéré. Et là, on se dit, on va pas céder 10% à quelqu'un dont, comme tu dis, on n'est pas 100% convaincu. C'est pas possible. Sauf que sur le coup, pour la prendre, cette décision, quand t'es sur le plateau, c'est pas évident. Meilleure décision? Ouais, bah après coup, on se dit qu'on a pris la bonne décision, mais parce que c'est qu'on le sentait pas et que. C'est ça, hein, je dis pas qu'eux sont les mauvais investisseurs, même pas eux, c'est qu'à l'instant T, avec la dose de stress, C'était il y a combien de temps? Il y a un an? Il y a un an, bah à peine parce que c'était le 1er février, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, oui, mais l'enregistrement c'était en septembre 2022. Ouais, c'est ça. Non, donc je me dis, mais en un peu plus d'un an, là, déjà vous avez grandi énormément. C'est-à-dire, si vous le refaisiez demain, bah déjà. On demanderait 2 millions, tu vois, c'est pas pareil. Et surtout, en fait, qui veut être mon associé, ça nous a donné énormément confiance. C'est sûr. Et ok. Donc vous étiez quand même un peu contente en sortie. Bah non, en fait, alors directement en sortant, donc il y a Anou qui s'effondre en larmes. Ah ouais. Moi, j'étais en mode, elle est où la sortie? Enfin, bref, je te sens, mais on est en fait un espèce de relâchement de pression, genre t'es du père, quoi. Ouais. Tu sais plus où t'habites. T'es arrivé à genre 7h30 du mat, il est 13h30, t'as rien bouffé, enfin, franchement. Vous avez pas bossé à l'après-midi? Ah non, mais moi, tu prends ton truc, je pouvais rien faire. J'ai dormi 50 heures. Et en fait, non mais en sortant, du coup, en fait, t'as quand même une petite sensation d'échec parce que tu repars sans financement. Ouais. Et le deuxième truc, c'est qu'on se dit, mais on va jamais passer. Enfin, on va jamais passer à la diffusion. Comme on a refusé les fonds, c'est sûr que M6 ne va pas nous diffuser, en fait. Donc non, enfin, tu vois, t'es pas sur le coup, on n'est pas... Alors, perdu, on se dit, bon, on a quand même... Enfin, le passage était bien, enfin, on est assez fiers de nous, mais en même temps, on se dit, bon, ben... Du coup, c'est fini, quoi. Attends, le pire coup de massue, c'est que du coup, on avait recontacté le jury après pour essayer de les voir en off, pour qu'ils nous donnent un peu des conseils. Comme Anthony Bourbon l'avait proposé, on s'est dit, on va tenter de le faire avec tous les membres du jury. Et donc, 3 semaines après le tournage, on voit Jean-Pierre Nadir. Donc, trop sympa, il nous donne des conseils. Il nous dit, mais en revanche, mais vous êtes complètement passé à côté de votre passage. Hein. Les 2 petites bourges qui refusent la propane, là, mais c'est nul. Et là, nous, on est en mode, ah merde, enfin, il nous fait trop paniquer. On est en mode, mais c'est pas du tout nous. Enfin, non, c'est pas du tout nos mindsets. On était hyper stressés. Non. Donc là, on se dit, non, mais laisse tomber. Il dit, mais si on passe, on va être détestés de la France. Vous étiez pas diffusé là, du coup, encore? Quand vous dites on le recontacte 3 semaines après. Et surtout ce que tu sais, enfin ton passage, tu sais, ils te filment quand même tout le temps, et tu sais pas quelle histoire ils vont raconter. Ça arrive en février lors de la diffusion. Ouais. Popcorn, famille et Friends ou ou au contraire sous ta couette tu voulais même pas regarder. Popcorn et amis mais crash du site internet donc on en a pas beaucoup profité. Ah merde. Bon, enfin de bonne augure. On était une dizaine au bureau avec la team de Dijon et vraiment famille très proche. Mais en fait on se disait faut quand même qu'on soit au taquet. Vous leur avez dit? Non. Vous leur avez même pas dit non, on l'a dit à personne. Non, mais qu'il y allait pas avoir de... Enfin, qu'il n'y aurait pas de levée à la fin. Non, vous n'avez rien dit, ok, d'accord. Non, franchement, on disait vraiment rien en disant... Vous étiez en PLS, du coup, à côté, pendant la vie. Oui, mais tu sais, on est 2, ça force des 2, donc on se... Enfin, bref. Ok. Ça allait. C'était pas en larmes, quoi. Non, ça allait. Je m'étais remise depuis. Et le soir du passage... Notre passage commence, on voit le nombre de visiteurs qui explose sur ton Shopify, tu vois, ouais, bien sûr. Les gens qui se connectent partout et tout. 250 000 personnes en 3 minutes. Putain, 250 000 personnes, et là, et le chiffre d'affaires ne bouge pas. Non, attends, je te jure. Et là, on commence à recevoir des messages, je n'arrive pas à payer. Les gars, ça, c'est un bon problème. Et là, en fait, il y avait la solution de paiement qui avait craché. Okay, non, pas de Shopify, on avait une autre solution. Je sais pas si je dis le nom parce que franchement, voilà, mais on les déteste. Si, mais je vais le dire d'ailleurs, c'était Molly. Non, mais parce que franchement, s'il y a d'autres personnes qui passent, en fait, faites pas l'erreur, quoi. Et nous, on leur avait demandé 50 fois avant, vous êtes sûrs?
que ça va marcher. Vous avez promis, mais oui, pas de souci. Et donc, en tout cas, solution de paiement pour pas que votre site crash, Shopify Payment ou Stripe. Vous avez perdu combien de CA ce soir-là? Alors, attends, sur le coup, déjà, on sait pas, c'est pas difficile à dire parce qu'ensuite le CA a explosé, mais là, à ce moment-là, nous, avec Anouk, on sort de la salle. Anouk, elle appelle le mec de Molly qui lui dit mais je peux rien faire, c'est là, ok. Et heureusement, on bosse avec une super équipe de dev depuis 3 ans qui s'appelle Moon Moon. Ils étaient tous connectés sur notre passage. Et là, on les appelle, ils nous disent vous aviez Stripe avant, vas-y, t'as juste à cliquer là et ça va relancer le truc. Et du coup, on a remis Stripe. Donc vous l'avez plugué à Shopify direct. Voilà, et ça allait parce qu'on avait déjà un compte, parce que sinon, c'est des process de vérification bancaire qui sont hyper longs. Et là, c'est parti. Mais si tu veux, avant de se remettre de ça, je pense qu'on a mis 3 jours à s'en remettre. Si tu veux, le soir, on n'a pas du tout profité de notre passage. On l'a même pas vu. En PLS, on n'en a même pas vu. Ah ouais, vous étiez au tel. Et au final, après, tout a décollé. Donc ce truc-là, c'est resté une anecdote, mais ça aurait pu détruire notre passage, quoi. On n'a pas fait une vente pendant 20 minutes. Donc t'imagines le manque à gagner quand tu sais qu'on fait 200 000 € de vente dans la soirée. Après, bon, c'est aussi la strat iPhone, c'est je le sors, il est en rupture de stock pendant 1 semaine ou 2, et du coup, tous les gens veulent racheter. Non, mais va vente, mais en vrai, on saura jamais si c'est un mal pour un bien. On et saura pareil, jamais. sans qu'il va être mon associé, on va pas. J'ai quand même envie de prendre, je ne pas virer encore. Allez, on prend 2 minutes, on parle des canaux d'acquisition. Donc évidemment, il y a eu un avant-après qui va être mon associé, mais vous l'avez aussi pris à bras-le-corps. Vous avez utilisé donc des canaux gratuits tels que LinkedIn, Instagram, Co. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos dépenses marketing, comprendre un peu... vous êtes une boîte e-commerce, B2C, c'est hyper important, mais vous le faites de manière intelligente, j'ai l'impression. Exactement. C'est quoi vos petits tips là-dessus? Oula, tu m'as pas l'air convaincu. Elle regarde en l'air en mode, est-ce que c'est vraiment intelligent ce qu'on fait? Nous, on est assez conservatrice sur les dépenses en acquisition. Ça dépasse pas 30% de notre chiffre d'affaires en général. Et là, on a évidemment passé un step en termes de chiffre d'affaires, donc on a commencé à vraiment augmenter nos dépenses. Mais on croit beaucoup au côté scalable du contenu organique. C'est-à-dire que tu commences à créer ta communauté, puis un jour, si tu veux, ça devient exponentiel, l'acquisition de followers, puis l'engagement, et puis aussi la viralité de tes contenus. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on a pu se lancer sans fonds et sans investir énormément en acquisition. Parce qu'en fait, si tu es dépendant de l'acquisition sur Meta, sur Google, le jour où les prix augmentent, t'es bloqué, quoi. Donc t'es pieds et mains liés avec ton acquisition, et quand ça baisse, t'as que tes yeux pour pleurer parce que t'as un... Et ça, vous l'avez vu comment? C'est des gens qui vous ont quand même mis le warning avant ou... Déjà, au début, comme on te l'a dit, tu vois, on faisait tout nous-mêmes, donc il n'y avait même pas le sujet de faire des ads parce qu'on n'avait pas d'argent. Et en fait, je pense que ça a été hyper bénéfique parce que ça nous a forcé à trouver les vrais bons messages qui allaient intéresser les gens, et c'est comme ça... Je vois Anouk dans mon feed. C'est comme ça qu'on a construit notre communauté vraiment. Après, aujourd'hui, effectivement, c'est différent. Maintenant, on fait des ads. Et effectivement, c'est devenu un vrai levier d'acquisition. Mais parce qu'on a ces vraies connaissances clients qui, aujourd'hui, nous permettent de faire des contenus qui sont des bons contenus. Et après, on a d'autres leviers. On a la newsletter qui représente plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Ah ouais, ok. Ouais, c'est un énorme levier. C'est une newsletter dans laquelle on fait aussi énormément de pédagogie. On relaie nos articles de blog, Vous faites des etc. codes promo? On en fait un peu, sur des périodes faites Black Friday? Comme aujourd'hui, Okay. Black Friday. Et la fête des mères, c'est nos 2 temps forts promo. La fête des mamans. C'est drôle, mais c'est pas genre on en parlait, c'est pas Noël et non. Je sais pas, en plus c'est la période, tu sais, où on prend un peu soin de notre corps, post-Noël. Non, mais justement, post-Noël, c'est le moment naturel où les gens viennent acheter nos produits, donc c'est pas le moment de faire une promo. Mais c'est pas le moment non plus de communiquer le plus. Ah si, on communique à fond. Et on fait beaucoup d'ads, mais pas pour communiquer du code promo. Ok, d'accord. Je crois qu'on va se faire virer. Et après, bien sûr, on a eu l'influence qu'on a aussi utilisée, et bien entendu LinkedIn, qui reste un levier pour nous de communication avec Anouk. Vous défilez là ou pas? Non, c'est bon. Ça vous prend combien de temps, juste tout ce qui est organique, là, on parle des réseaux sociaux, LinkedIn, en fait même le marketing en général? Vous faites accompagner par d'autres personnes aussi, donc... je sais pas, ça nous prend un nombre d'heures inestimable, alors c'est rien, tout le marketing qu'on fait, si tu veux, énorme, c'est énorme. On fait ça toute la journée. On va terminer, j'aimerais vous poser une question. Vous deux, je crois qu'on les avait pas trop préparés, mais c'est pas grave. C'est quoi le conseil que vous auriez aimé vous entendre avant de vous lancer l'une comme l'autre dans Dijo? Et à la fin, vous allez nous faire un petit pitch, parce qu'on n'a toujours pas vu le produit Facecam, mais vous allez nous le montrer quand même.
Mais ouais, s'il y avait un petit conseil. Bah, moi, je dirais, c'est avoir conscience de la valeur de son temps. En fait, quand tu te lances, nous, on a passé très longtemps à faire les colis nous-mêmes et on n'avait aucune valeur ajoutée à le faire. Donc, à un moment, il faut être hyper radical sur chaque tâche que je fais, ça doit ramener quelque chose à mon projet. Pardon. Et c'est comme ça que tu apprends. Donc, c'est bien au début, pendant 1 an, on va dire qu'on a été très, très artisanal. Mais là, quand tu veux commencer à grandir et à faire pas mal de croissance, il faut être hyper sharp sur mon temps, il est dédié à ça, à ça. Il faut pas se faire polluer, surtout quand tu commences à avoir des salariés, des prestataires. Tu peux vite être absorbé. C'est l'art de déléguer, là, en fait, dont tu parles aussi. Ouais, l'orga et la délégation. Exactement, savoir déléguer. Tu vois, nous, pareil, pendant longtemps, peut-être parce qu'on s'est pas payé, on avait un peu un biais, on voulait pas investir dans Dijon. Et donc, payer un logisticien, on va pas donner cette marge à un logisticien. Alors qu'en fait, évidemment qu'il fallait qu'on ait ce temps qu'on prenait pour faire les colis, pour lancer Dijon, pour investir dans Dijon. Et ton temps, il est inestimable parce qu'il n'y a que toi qui peux faire les choses. Et ça, c'était... On en a bien pris conscience maintenant, mais on a mis du temps. Ok, vous l'avez appris sur le tas, quoi, par l'expérience. Et toi, du coup, Lisa, si tu veux nous... Moi, je pense que c'est plus vraiment, tu vois, se faire confiance dans ton idée et ta vision. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, en fait, quand tu te lances et que tu parles que à des gens qui travaillent dans des fonds, qui ont d'autres boîtes, en fait, tout le monde a un avis sur ton projet. En fait, tout le monde aurait aimé monter une boîte de probiotiques, apparemment. Et... Quand il fait 5 millions de CA, ouais, en effet. Non, mais au tout début. Et du coup, tout le monde te donne des conseils. Et c'est hyper dur, toi tu viens de te lancer, tu fais très peu de chiffre d'affaires, donc bien sûr que ces conseils ils sont hyper impactants, donc il y a des bons conseils bien sûr et il faut être à l'écoute, mais il faut aussi se faire confiance parce que si personne l'a fait avant toi à ta manière, c'est qu'en fait personne n'a ta vision. Mais ça veut pas dire que ça ne marchera pas. Voilà, et j'aurais aimé qu'on nous dise en fait aussi, faites-vous confiance, si c'est ce en quoi vous croyez, allez jusqu'au bout au moins. Sur un malentendu. Voilà. Et ça, je trouve que c'est hyper important, d'autant plus quand tu es une nana qui se lance et que voilà, tu as plein d'hommes qui savent mieux que toi. Eh bien, justement, bon, on va pas parler de parité, mais je vous invite à nous présenter une dernière fois le produit, terminer là-dessus. On va pas trop parler, mais c'est pas que pour la gueule de bois, c'est pas que pour les femmes. Allez-y, nous avons nos 2 caméras. Il y a 4 produits, montrez-moi tout ça. Alors, bon, bien sûr, je vais les tester après. Ouais, exactement. Non, mais du coup, on refait le pitch, mais chez Dijon, on a une gamme de 13 produits pour prendre soin de votre... Pardon, je recommence. Chez Dijon, on a une gamme de 13 produits pour prendre soin de votre ventre au quotidien. On n'est pas sûr qu'il va être mon associé. C'est ça. Chill, je ne vais pas investir. Et en fait, on a surtout développé justement un diagnostic en ligne qui va vous permettre de trouver quel est le produit qui va être adapté à votre besoin et à votre ventre. Parce que comme on l'a expliqué, chaque ventre est unique. Le ventre, c'est une boîte noire. On a plein d'organes qui sont interdépendants, le foie, l'intestin, l'équilibre acido-basique. Et donc, grâce à cette gamme de 13 produits, on va vraiment permettre de prendre soin du ventre dans son intégralité. Donc ici, c'est l'indispensable probiotique, notre best-seller, le premier produit avec lequel on s'est lancé. On est resté monoproduit pendant plus d'1 an et demi. Okay. Et aujourd'hui, il représente toujours plus de 70% des ventes. C'est quoi les premiers bienfaits de ce produit? Tu dirais c'est des maux de ventre qui s'enlèvent? Alors ici, on est sur vraiment le fait de renforcer son microbiote intestinal puisque les probiotiques, grâce aux probiotiques, on réintègre ces fameuses bonnes bactéries au niveau de l'intestin. Les premiers bienfaits qu'on ressent, c'est vraiment au niveau de la digestion. Sur une meilleure digestion, ballonnement, transit, et derrière en fait cette digestion elle joue sur quoi? Elle joue sur l'énergie, le système immunitaire, etc. Donc c'est un produit qui va avoir un bienfait global, mais les premiers effets ressentis sont vraiment au niveau digestif. C'est quoi le produit pour la gueule de bois? Il y en a. Oui, c'est le digestion facile. Merci. Non mais tu me le marqueras s'il te plaît, avec un Y pour Yessi. Et celui-ci, justement, c'est pas une cure, c'est une prise ponctuelle, c'est des enzymes digestives, donc tout naturel à base d'ananas et de papaye qui vont, en fait, au niveau de l'estomac, t'aider à faire passer un truc un peu dur à digérer, genre la raclette, la pizza, mélangée à la bière, je sais rien. Putain, raclette, bière, pas ouf. Hein. Non, pas meilleure association. Bon, bonne app. J'ai été ravi de parler de sel. Non, plus sérieusement, j'étais ravi de faire votre connaissance. Merci de m'avoir raconté, nous avoir raconté à moi et tous mes auditeurs l'histoire de Dijon. Si vous avez envie de prendre soin de votre corps et de votre ventre,
et de tous les organes qui s'y trouvent, je crois que vous savez où cliquer. Et si vous avez ne serait-ce que des retours, des questions, je parle toujours au nom de mes invités, rien à faire, mais n'hésitez pas à nous bombarder sur LinkedIn. Vous répondez quand même? On répond à tout. Super. Bon, ça va, vous avez pris du plaisir? Ouais, grave. Trop bien, merci. Bon, on va travailler? Allez. Allez, allons faire de l'argent. Merci. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!